Pour mon 68e anniversaire, j'ai reçu un cadeau mystérieux. Pas de carte, pas de nom d'expéditeur, juste quelques mots froids. Bon anniversaire. Mais j'ai reconnu cette écriture immédiatement. L'écriture que je ne pourrai jamais oublier, celle du fils que j'avais élevé pendant 20 ans. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. J'ai ouvert la boîte, une bouteille de whisky en édition limitée, si belle qu'on aurait envie de la garder comme objet de décoration. Mais Étienne ne savait pas que j'avais arrêté de boire il y a 3 ans à cause de mes problèmes cardiaques. Au lieu de l'ouvrir, je l'ai donné à Robert Caron, son beau-père. Juste une bouteille de whisky. C'est du moins ce que je pensais, jusqu'à ce que j'apprenne que ce cadeau avait failli nous coûter la vie à tous les deux. Et ce n'était que le début. J'ai posé la bouteille sur la table de la cuisine. La lumière du matin filtrait à travers les stores, découpant la pièce en bandes d'or et d'ombre. Le whisky captait la lumière comme s'il contenait un feu intérieur. L'étiquette était d'un vert profond avec des lettres dorées, le genre de design que l'on sait plus coûteux que le liquide lui-même. J'ai passé mon pouce sur le seau de cire du bouchon, sentant sa douceur sous les crêtes de ma peau. Le whisky, c'était mon truc. Pas de manière désordonnée, mais d'une façon lente et délibérée. Un seul verre à la fin d'une journée passée à réparer des poteaux de clôture ou à nettoyer les gouttières. À l'époque où Hélène était en vie, elle nous en servait un à chacun après le dîner. Le dimanche, nous nous asseyions sur la balançoire du porche, laissant les grillons emplir le silence. C'était avant que la crise cardiaque ne me prive de ce choix. Je n'ai pas touché une goutte depuis. Étienne le savait. Il était là, à l'hôpital, quand le médecin m'a tout expliqué. La longue liste de choses que je ne pouvais plus manger ou boire si je voulais voir mes 70 ans. Il n'avait pas dit grand-chose à ce moment-là, fixant simplement son téléphone, ses pouces en mouvement. Je m'étais dit qu'il essayait de se distraire. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Nous n'avions pas eu de grosses disputes, pas le genre de celles qu'on voit dans les films où quelqu'un sort en claquant la porte. Non, nous avions simplement arrêté. D'abord, il a manqué un dîner du dimanche. Puis, il n'est pas venu pour la Toussaint. Au deuxième Noël sans lui, j'ai réalisé que nous ne nous parlions plus du tout. Le silence a une façon de devenir une habitude. Alors, revoir son écriture après tout ce temps, ça a serré quelque chose dans ma poitrine. Pas de la joie, ni même du soulagement, juste un poids que je ne pouvais nommer. L'enveloppe collée sur le côté du paquet était d'un blanc uni. À l'intérieur, une simple carte avec « Un bon anniversaire » à l'encre bleue. Pas de « papa », pas de signature. Juste les 2 mots, plantés là comme s'ils avaient peur d'en dire plus. Je n'ai pas ouvert la bouteille. Je n'y ai même pas pensé. Je l'ai glissée à l'autre bout de la table et je suis retourné à mon café, qui avait refroidi. L'horloge au-dessus de la cuisinière produisait un tic-tac régulier et délibéré qui rendait la maison encore plus vide. Le visage de Robert Caron m'est venu à l'esprit. Robert est le genre d'homme qui n'arrive jamais les mains vides ou sans une caisse à outils à l'arrière de son pick-up. Il y a 2 étés, après qu'un violent orage a arraché la moitié des bardeaux de mon toit, il était sur une échelle à 8 heures du matin, marteau à la main, avant même que j'aie bu ma première tasse de café. C'est le genre de personne qui n'attend pas qu'on lui demande de l'aide. Si quelqu'un méritait quelque chose de bien, c'était lui. Et comme je ne pouvais pas boire le whisky moi-même, l'idée de le voir prendre la poussière sur mon étagère me semblait mauvaise. Robert l'ouvrirait, le partagerait avec des amis et lui donnerait une histoire à raconter. Cela me semblait mieux que de le regarder se ternir derrière une vitre. En milieu d'après-midi, la bouteille était bouclée sur le siège passager de mon vieux pick-up Peugeot. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, par habitude peut-être, mais l'idée qu'elle puisse rouler pendant le trajet me mettait mal à l'aise. Le soleil déclinait vers l'ouest, peignant tout de cette lumière ambrée qu'on ne trouve qu'à la fin du mois d'octobre. Les champs le long de la départementale 6 commençaient à brunir, les plants de soja coupés à ras. L'air sentait faiblement la fumée d'un feu de branchage. La maison de Robert se trouve sur une petite colline à la lisière de la ville, une maison en bois blanc avec une terrasse qui fait le tour, toujours comme sortie d'une carte postale. Je me suis garé, le gravier crissant sous les pneus, et j'ai coupé le moteur. Il a ouvert la porte avant que je puisse frapper, vêtu d'une chemise en flanelle rouge et d'un jean délavé, de la sueur encore accrochée à ses bottes. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la bouteille dans mes mains. « François, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en s'avançant. « D'Étienne, dis-je en la lui tendant. Je me suis dit que tu l'apprécierais plus que moi. » Ses sourcils se haussèrent. « Étienne t'a envoyé ça. »« Ah ouais ?» Il l'a pris avec précaution, la tournant pour lire l'étiquette. « C'est quelque chose, François. C'est le genre de bouteille qu'on garde pour une soirée spéciale. »« Alors fais de ce soir une soirée spéciale, » dis-je, et je le pensais. Il sourit. « Je crois que c'est ce que je vais faire. Merci. » Ça m'a fait du bien de la lui donner, de la voir arriver là où elle serait appréciée. Je suis remonté dans le pick-up,
la lumière tardive barrant le tableau de bord. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à la bouteille, non pas avec soif, mais avec curiosité. Étienne ne dépensait jamais autant d'argent sans raison. Bon sang, la plupart du temps quand il était plus jeune, il m'empruntait de l'argent pour l'essence et oubliait de me rembourser. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi un cadeau qu'il savait que je n'utiliserais pas? La pensée me démangeait à l'arrière de mon esprit alors que je me garais dans l'allée. Je l'ai chassé. Tout n'a pas besoin d'une raison, me suis-je dit. Mais je n'y croyais pas. Ce soir-là, j'ai préparé un bœuf bourguignon et la maison s'est remplie de l'odeur des oignons et des carottes. Le genre de repas qui est meilleur partagé, bien que je l'ai mangé seul. L'horloge murale avançait vers 21h. Je lavais la dernière assiette quand le téléphone a sonné, le fixe. Presque plus personne n'appelle dessus. Allô? Papa? La voix d'Étienne, douce, désinvolte, comme si le temps n'avait pas passé. Je me suis appuyé contre le comptoir. Étienne. Bon anniversaire, dit-il, avec un temps de retard qui sonnait faux. Tu as eu mon cadeau? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle bouteille. Tu l'as déjà goûté? Son ton changea, juste un peu, plus vif sur les bords. Oh non. Je l'ai donné à Robert. Je pensais qu'il en profiterait plus. Silence. Pas une coupure. Pas de grésillement, juste une longue et lourde pause. Tu l'as donné à Robert. Sa voix s'était refroidie. C'est ça. Il y eut un son comme une expiration, lente et mesurée. Brin. Puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté à regarder le combiné un moment avant de le reposer sur son socle. L'horloge continuait son tic-tac. Mon estomac était barbouillé, non pas à cause du bœuf bourguignon, mais à cause de quelque chose de moins tangible. La façon dont il avait posé la question sur le whisky, comme si cela avait une importance que ça ne devrait pas avoir. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher, mais le sommeil est venu lentement. Quand je me suis enfin endormi, c'était d'un sommeil léger et agité, celui qui vous laisse plus fatigué au réveil. Le lendemain matin, j'ai essayé de me secouer, je me suis versé une tasse de café frais, je me suis assis avec le journal, mais le téléphone a de nouveau sonné en milieu de journée. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif était local. « Monsieur Dalton », dit une voix quand j'ai répondu. « Oui. » C'est Sylvie Caron, la femme de Robert. Sa voix était tendue. « Je pensais que vous devriez savoir. Robert est à l'hôpital. Il s'est effondré ce matin. Il pense que c'est peut-être une sorte d'empoisonnement. » Le café dans ma main est devenu instantanément froid. « Empoisonnement. Il allait bien hier soir, dit-elle. On a bu un verre avec le dîner, et ce matin, il tenait à peine debout. Les médecins font des analyses. » Je ne parlais pas. Mes yeux se sont tournés vers le comptoir, vers l'endroit vide où se trouvait le whisky moins de 24 heures auparavant. « Est-ce qu'il a mangé quelque chose d'inhabituel ?» demanda-t-elle. Ma bouche était sèche. Non, mais je lui ai donné une bouteille hier. Le whisky d'Étienne. Il y eut une pause. En arrière-plan, je pouvais entendre les bruits de l'hôpital, les moniteurs qui bipaient, un chariot qui grinçait dans un couloir. « Je vais le dire au médecin, dit-elle finalement. Si vous pensez à autre chose, n'importe quoi, appelez-moi. » J'ai promis que je le ferais, puis j'ai raccroché. Je suis resté debout dans la cuisine, la maison silencieuse autour de moi. La lumière d'octobre était devenue pâle et plate. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Quand je l'ai finalement fait, c'était pour marcher jusqu'à la poubelle. Quelque chose de blanc a attiré mon regard près du fond, une petite fiole en plastique, comme celles qui contiennent des vitamines. Pas d'étiquette, juste une fine poussière de poudre accrochée à l'intérieur. Je ne me souvenais pas l'avoir jetée. Je l'ai ramassée. Le bouchon était bien vissé. Je suis allé au réfrigérateur. Sur l'étagère du milieu se trouvait un bocal en verre avec environ une demi-tasse de whisky dedans, un reste après avoir versé un avant-goût à Robert avant de lui donner la bouteille. Je ne me souvenais même pas l'avoir gardé jusqu'à ce moment. Mes mains tremblaient alors que je le sortais et le posais sur le comptoir à côté de la fiole. Gérard. Gérard et moi avions servi ensemble il y a une trentaine d'années, et maintenant il dirigeait un petit laboratoire vétérinaire à la sortie de la ville. Il me devait une faveur depuis quelques hivers, quand j'avais sorti son camion d'un fossé. Je l'ai appelé. « Gérard, j'ai besoin que tu analyses quelque chose pour moi. » Discrètement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du whisky. Et peut-être autre chose. » Il n'a pas posé plus de questions, m'a juste dit de le retrouver après la fermeture. Ce soir-là, je me suis rendu à son laboratoire, le bocal en verre enveloppé dans un sac en papier sur le siège à côté de moi. Gérard m'a accueilli sur le parking, blouse de laboratoire par-dessus un sweatshirt, une faible odeur de désinfectant flottant dans l'air.
C'est le genre de choses que je vais regretter, demanda-t-il. Dis-moi juste ce qu'il y a dedans, ai-je dit. Il a hoché la tête, a pris le sac et a disparu à l'intérieur. Je suis resté dans le pick-up, moteur tournant, regardant la lumière s'estomper dans le ciel. La radio était éteinte. Mes pensées sont revenues sur les dernières 24 heures, retraçant chaque étape, l'écriture, la bouteille. La voix d'Étienne quand je lui ai dit que je l'avais donnée à Robert. Cette longue et lourde pause. Mon estomac s'est noué. Gérard a appelé le lendemain, juste après midi. François, tu ne vas pas aimer ça. Il y a quelque chose dans le whisky. De l'eupatoire rugueuse. À la bonne dose, ça peut arrêter le cœur d'un homme. J'ai fermé les yeux. Le téléphone me semblait lourd dans ma main. Tu as dit que Robert en a bu. Oui. Pas toi. Oh non. Il a laissé échapper un lent soupir. Alors tu viens peut-être de l'échapper belle. Et c'est là que se termine la première partie de cette histoire. Pas avec des réponses, mais avec une question qui m'emmènerait dans des endroits où je n'aurais jamais pensé devoir aller. Parce qu'au moment où j'ai raccroché, je savais qu'Étienne m'avait envoyé plus qu'un cadeau. Il m'avait envoyé un message. Je pensais qu'il n'y avait pas de pire son que le téléphone qui sonne au milieu de la nuit. Il s'avère qu'il y en a un. C'est le téléphone qui sonne quand vous savez déjà au fond de vous que les nouvelles seront mauvaises. Quand Gérard a raccroché après m'avoir dit que le whisky contenait de l'eupatoire rugueuse, le monde autour de moi est devenu très silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Je ne suis pas resté assis. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise, j'ai décroché mes clés du crochet près de la porte et je me suis dirigé vers l'hôpital Saint-Luc. Le trajet en ville n'était qu'une succession de feux rouges et de carrefours vides, le genre de fin de matinée où le soleil semble brillant mais ne donne aucune chaleur. Je me suis garé au fond du parking, par habitude, et j'ai marché vite, une main dans ma poche, l'autre pressée contre mes côtes comme si je pouvais stabiliser ce qui bougeait en moi. Les hôpitaux sentent tous la même chose. Quelque chose de stérile mêlé à du café brûlé. Et la lumière est toujours trop blanche. Un bénévole m'a indiqué la chambre de Robert. Il ne ressemblait pas à l'homme qui avait grimpé sur mon toit sans qu'on le lui demande. Il avait l'air plus léger, délavé, sa peau d'une teinte plus pâle que l'oreiller sous sa tête. Les moniteurs à son chevet bourdonnaient et clignotaient au rythme d'un battement de cœur lent et obstiné. Sylvie était assise sur une chaise en plastique, aussi près que possible. Elle avait ce regard que j'ai vu 100 fois, celui que les gens portent quand ils attendent quelque chose qui refuse de se dépêcher de finir. « François, dit-elle en se levant. Merci d'être venu. Comment va-t-il ? » Ils essaient de stabiliser son rythme cardiaque. Ses mains étaient jointes sur sa poitrine, non pas en prière, mais comme si retenir l'air fermement l'empêcherait de s'échapper. Ils ont dit avoir trouvé des signes d'une toxine végétale. Ils font d'autres tests. Je me suis approché du lit. La bouche de Robert était entr'ouverte, une ligne de souffle entrant et une ligne de souffle sortant. Ses cheveux, toujours soigneusement peignés en arrière, étaient tombés vers son front d'une manière qui le faisait paraître plus jeune et plus fragile à la fois. Je n'avais pas ma place ici en tant que famille, pas sur le papier. Mais le sang n'est pas la seule mesure de la proximité. Parfois, c'est la personne qui se présente avec un marteau et un sourire avant que vous n'ayez eu le temps de vous inquiéter que votre toit puisse fuir. A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel hier soir ? Ai-je demandé. Ou bu quelque chose qu'il ne boit pas normalement. Nous avons tous les deux bu un verre avec le dîner. Elle me regarda, la question déjà. Là, la bouteille que tu as apportée. Il a dit que c'était le meilleur whisky qu'il ait jamais goûté. Il voulait garder le reste pour une occasion spéciale. Ma mâchoire se serra sans que je le lui ordonne. J'ai besoin que tu dises au médecin exactement ça, dis-je. Dis-leur qu'elle était neuve, non ouverte. Et dis-leur que je peux leur fournir un petit échantillon de la même bouteille. Elle tendit la main comme si elle allait prendre la mienne, puis changea d'avis et agrippa la barrière du lit à la place. François, qu'est-ce que c'est ? Penses-tu que… Je ne sais pas ce que je pense, dis-je, ce qui n'était qu'un demi-mensonge. Mais je vais le découvrir. Le médecin est entré, un homme dans la cinquantaine avec un visage qui avait appris à ne pas réagir. Il a expliqué, d'un ton calme et exercé, les rythmes, les enzymes et l'observation. Il n'a pas dit ce qu'il ne savait pas, et il ne savait pas grand-chose pour l'instant. Quand il est parti, Sylvie s'est rassise, et j'ai promis de l'appeler dès que j'aurais quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Elle a hoché la tête, mais le signe n'avait aucun poids. C'était quelque chose à faire avec sa tête parce que ses mains étaient déjà occupées à rester serrées. Je suis sorti, la mâchoire toujours crispée et les mains enfoncées dans les poches de ma veste. Les portes automatiques se sont ouvertes, me frappant avec un air qui semblait déplacé pour octobre, aussi lumineux qu'une carte postale et froid comme une église. Dans le pick-up, je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je suis resté assis, la clé à moitié tournée,
et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je ressemblais à un homme qui n'avait plus rien à briser, qui n'ait déjà été fêlé une fois. Patois rugueuse, dis-je à voix haute, testant les mots dans l'air comme un charpentier vérifiant une planche pour voir si elle est voilée. Il sonnait méchamment. Il sonnait délibérément. Sur le chemin du retour, la route se déroulait comme une cassette que vous avez écoutée trop de fois. J'ai tourné dans ma rue et n'ai rien remarqué d'autre. Les boîtes aux lettres, le chien à la maison du coin, l'homme qui ratissait les feuilles avec son fils. Je me suis garé, j'ai verrouillé le pick-up sans réfléchir et je suis allé directement au réfrigérateur. Le bocal en verre avec le fond de whisky était toujours là, sur l'étagère du milieu, caché derrière le lait. Je l'ai tenu à la lumière et j'ai regardé le liquide s'enrouler contre le verre quand je l'ai incliné. On ne le devinerait pas en le regardant. On ne le devine jamais. Toutes les pires choses arrivent déguisées en quelque chose d'inoffensif. J'ai posé le bocal à côté de l'évier et j'ai traversé la pièce jusqu'à la poubelle. J'avais jeté cette petite fiole blanche hier. Je n'avais pas sorti le sac. Je suis un vieil homme vivant seul, et ma poubelle ne se remplit pas aussi vite qu'avant. J'ai soulevé le couvercle, j'ai regardé, et j'ai senti mon corps s'immobiliser. Le sac avait été soulevé et remis à l'envers, et la fiole avait disparu. J'ai regardé la porte. Le pen dormant était enclenché, comme je l'avais laissé la nuit dernière. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées. Je ne garde pas de double de clé sous des pierres ou des paillassons. Je ne garde de double de clé nulle part où un imbécile raisonnable pourrait l'imaginer. Pourtant, quelqu'un était venu. Je pouvais le sentir, de la même manière que l'on sait qu'une pièce a été réarrangée, même si l'on ne peut pas nommer ce qui a bougé. J'ai pris une longue inspiration par le nez et je l'ai expirée lentement. Pas de panique. La panique est bruyante et stupide. J'avais besoin de quelque chose de calme et d'utile. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Gérard. Elle a disparu, dis-je quand il a répondu. Quoi? La petite fiole dont je t'ai parlé. Quelqu'un l'a prise dans ma poubelle. Je ne l'ai pas déplacée. Je sais ce que mes propres mains ont fait dans ma propre maison. Il ne m'a pas dit que je pouvais me tromper. Gérard comprend le coup d'ignorer ce que votre instinct sait déjà. Tu dois impliquer la police, dit-il. Je peux documenter ce qu'il y a dans le whisky, mais cette fiole aurait été une preuve nette de manipulation. Je sais, dis-je. Je le ferai. Et François? Ah ouais. Ne laisse pas celui qui a fait ça penser que tu dors sur tes deux oreilles. Je ne dors pas, dis-je, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai fait du café que je ne voulais pas et je me suis assis à table avec un bloc-notes. L'acte d'écrire me stabilise. J'ai tracé une ligne au centre de la page et j'ai étiqueté le côté gauche, ce que je sais, et le côté droit, ce que je peux prouver. Sous ce que je sais, j'ai écrit, Étienne a envoyé la bouteille. Étienne a demandé si je l'avais goûté. Le ton d'Étienne a changé quand j'ai dit que je l'avais donné à Robert. Le whisky testé par Gérard contient de l'Patois rugueuse. La fiole a disparu. Sous ce que je peux prouver, j'ai écrit, le test de Gérard. L'échantillon restant est dans le bocal. L'appel d'Étienne de la nuit dernière, si ma mémoire est bonne. Puis j'ai fixé les deux colonnes et j'ai voulu tracer un pont entre elles. Les ponts n'apparaissent pas parce qu'on le veut. Il faut les construire. J'ai sorti le petit enregistreur vocal numérique du tiroir du bureau. Il est vieux, un peu éraflé au coin, un truc bon marché qui a fait son travail sans jamais être remercié pour ça. J'ai vérifié la batterie, à moitié pleine. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, juste là où son poids ressemblerait à une main sur ma poitrine, me rappelant de respirer. Il était un peu plus de midi quand je suis arrivé dans le lotissement d'Étienne. Sa maison se trouvait dans une rangée d'autres maisons qui ressemblaient à des variations de la même idée. Revêtement neutre, numéro en laiton sur une applique de Porsche qui s'allumait toute seule quand le soleil commençait à décliner. Son pick-up était dans l'allée, propre, plus récent que le mien d'une décennie. J'ai monté le chemin et j'ai frappé. Il a ouvert la porte avec un visage qui a changé 2 fois avant de se stabiliser. Surprise, puis calcul, puis quelque chose qu'il pensait ressembler à de la chaleur. « Papa », dit-il, comme s'il m'attendait, et aussi comme s'il n'avait aucune idée de ce que je pouvais vouloir. « C'est inattendu. »« Vraiment ?» ai-je demandé en entrant sans attendre. L'endroit sentait le citron et rien d'autre. « Il le garde propre. »« Toujours. Tout à angle droit. Rien qui traîne, à l'exception du genre de livre que l'on achète pour montrer qu'on s'y connaît un peu. »« J'ai entendu pour Robert, » dit-il en fermant la porte. « Effrayant. Léa est avec lui maintenant. Les médecins pensent que c'est peut-être un virus. » C'est ce qu'ils pensent. J'ai gardé mon ton neutre. Si je poussais, il se braquerait. Si je montrais de la douceur, il l'utiliserait. C'est ce qu'elle a dit, répondit-il. C'est ce qu'ils disent. Je suis allé dans la cuisine. Là, sur le comptoir, se trouvaient 3 bouteilles, 2 de bourbon,
une de riz, alignées comme des soldats. Aucune n'était de la marque que je lui avais donnée. Aucune n'était ouverte. Je les regardais. Il m'observait regarder ses affaires, et il a souri comme quelqu'un qui croit que l'apparence de son sourire correspond à l'effet qu'il produit. « As-tu goûté la bouteille que tu m'as envoyée » ai-je demandé. Il a ri doucement. « Le but était que tu en profites. Tu sais, pour ton anniversaire. Tu sais que je ne bois plus. Les gens changent, dit-il avec un haussement d'épaule qui me fit sentir que je n'avais aucun intérêt particulier. Je me suis approché d'un pas du comptoir et j'ai passé un doigt sur le bord du verre vide posé près de l'évier, comme un homme qui tue le temps pendant que son hôte prépare le café. Robert a aimé, dis-je. Il a dit que son préféré était celui de l'étagère du milieu, le single malt. Il a cligné des yeux une seule fois, plus lentement qu'un réflexe. Ah ouais? Chose amusante, dis-je, et je pouvais sentir l'enregistreur dans ma poche, stable comme un battement de cœur. Je ne t'ai jamais dit où elle était rangée. Pendant la plus petite fraction de seconde, il s'est immobilisé, comme un animal qui entend une brindille craquer. Puis sa bouche s'est retroussée d'un côté, et il a secoué la tête avec un petit rire étudié. Tu as dû le faire. Tu deviens bavard quand tu es sentimental. Non, dis-je, et j'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il doive choisir entre détourner les yeux ou me défier. Il a choisi une troisième option. Il a attrapé un torchon et a commencé à essuyer un verre qui était déjà sec. « Papa, dit-il, regardant le verre au lieu de moi. Tu réfléchis toujours trop. Tu trouves toujours quelque chose à réparer, même quand personne ne l'a demandé. Tu m'as envoyé une bouteille à 500 € que je ne peux pas boire, dis-je. J'essaie de réparer ça. » Il a posé le verre et a écarté les mains comme un homme qui n'a rien à cacher. « Alors peut-être ne le fais pas. Peut-être accorde-moi le bénéfice du doute pour une fois. » Sa voix aurait pu passer pour raisonnable si vous ne l'aviez pas écoutée pendant une trentaine d'années. Mon fils a une façon de paraître vrai quand il est en train de réciter. Cette pause de la nuit dernière flottait entre nous comme une troisième personne dans la pièce, assise sur le comptoir en balançant ses jambes. « Je vais te poser une question, dis-je. Et je vais laisser le silence qui suivra me donner la réponse. » Il m'a regardé comme si nous jouions aux échecs et que j'avais annoncé mon prochain coup à voix haute. « D'accord. As-tu trafiqué ce whisky? » Silence. C'est une chose vivante quand on l'utilise correctement. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge du micro-ondes est passée de 12h09 à 12h10. Une voiture est passée dehors, assez lentement pour que nous entendions tous les deux les pneus sur le bitume. Il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas non plus parlé. « Au revoir, Étienne, dis-je, parce que parfois partir est la seule phrase qui compte. » Il a prononcé mon nom alors que je me tournais, « Papa », sur ce ton où le mot est à la fois un hameçon et un avertissement. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. « Si tu continues à m'accuser de choses, tu vas me faire fuir, dit-il. »« Je n'accuse pas, dis-je à la porte. Je collecte. » Dehors, l'air était vif et un peu métallique. Je me suis assis dans le pick-up et j'ai appuyé mon pouce sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur. La lumière rouge s'est éteinte. Je l'ai posé sur le siège à côté de moi et je l'ai fixé comme si c'était un témoin que je pourrais avoir à appeler plus tard. Mes mains étaient stables. Ma tête ne l'était pas. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas encore. Je me suis garé au fond du parking d'une épicerie où personne ne me dérangerait et j'ai passé un appel que je repoussais depuis le moment où Gérard avait dit « patois rugueuse ». « Inspecteur Reyes », dit une voix après 2 sonneries. « Inspecteur, je m'appelle François Dalton. Je crois que j'ai des informations sur un empoisonnement. J'ai un échantillon de la substance et un enregistrement audio qui pourrait vous intéresser. » Il ne m'a pas demandé de m'expliquer tout de suite au téléphone. Les hommes qui connaissent leur travail n'exigent pas toute la vérité dès le premier souffle. « Pouvez-vous passer cet après-midi » demanda-t-il. « Oui, dis-je. Je peux. » Il m'a donné une heure et un numéro de bureau, niché au fond du couloir du commissariat. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis, les mains sur le volant, et j'ai regardé droit devant moi. Les portes automatiques de l'épicerie continuaient de s'ouvrir pour personne et de se fermer pour personne d'autre. Les gens allaient et venaient, transportant des sacs en papier pleins de pommes et de lait et de choses qui feraient sentir à leur maison l'odeur des dîners. Je me souviens. De retour à la maison, je me suis arrêté à la boîte aux lettres parce que parfois, il faut faire quelque chose d'ordinaire pour empêcher les autres choses de vous engloutir. Des prospectus, une facture, une publicité d'épicerie, et une carte postale d'un concessionnaire automobile qui pense pouvoir m'acheter avec un financement à 0%. À l'intérieur, j'ai mis le bocal en verre dans un sac Ziploc, je l'ai scellé comme si je savais ce que je faisais, et je l'ai glissé dans une vieille boîte à cigares que j'avais gardée pour les clous. L'enregistreur est allé dans la même boîte. J'ai mis la boîte dans un sac en papier avec des poignées.
J'ai mis ce sac dans un autre sac parce qu'une fois qu'une chose a disparu de votre poubelle, les doubles épaisseurs commencent à ressembler moins à de la paranoïa et plus à du bon sens. J'ai appelé Sylvie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix faible. François. Je vais voir la police, dis-je. J'ai un échantillon et autre chose. Robert se repose, dit-elle. Ils l'ont mis sous moniteur. Il n'arrête pas de se réveiller et de demander quel jour on est. Je lui dis et il hoche la tête comme s'il essayait de décider s'il me croit. Je t'appellerai après avoir vu l'inspecteur, dis-je. Dis-lui que je passerai après s'il veut voir un vieux visage qui ne lui demande pas d'être fort. Elle a ri, un seul son à bout de souffle. Il aime qu'on lui demande d'être fort, dit-elle. Mais il t'aime encore plus. J'ai tout verrouillé, vérifié la porte arrière, vérifié à nouveau les loquets des fenêtres, et je suis sorti vers le pick-up. Le sac en papier était assis sur le siège passager comme une personne. Je l'ai bouclé parce que l'habitude est un réconfort quand le bon sens se fait rare. Sur le chemin du commissariat, j'ai allumé la radio sans l'écouter. Les gens chantaient des choses qui semblaient simples. Ça m'a mis en colère, puis ça m'a fatigué, puis ça ne m'a plus rien fait. Le commissariat était plus frais que l'hôpital, d'une manière ou d'une autre, et sentait meilleur. Reyes m'a accueilli dans un petit bureau avec une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais plus vieux qu'un débutant, avec des yeux vifs, une cravate qui avait été redressée plus d'une fois aujourd'hui. Il m'a offert de l'eau. J'ai dit oui parce que ma bouche était sèche et parce que les gens remarquent quand vous refusez tout ce qu'ils offrent. Il a attendu que je prenne une gorgée avant de poser sa première question. Parlez-moi du whisky. Alors je l'ai fait. Je lui ai donné les dates, les mots qu'Étienne a utilisés, et la pause qui ne ressemblait pas à de la surprise. Je ne lui ai pas donné mes théories. Je lui ai donné les fiches des faits et je l'ai laissé les empiler comme il voulait. Puis j'ai posé le sac en papier sur son bureau, j'ai sorti la boîte et je l'ai ouverte, et j'ai posé le bocal en verre et l'enregistreur sur son sous-main comme des outils au début d'un travail. Il ne les a pas encore touchés. Il a posé des questions qui semblaient petites mais qui ne l'étaient pas. Qui d'autre a les clés de votre maison? Quand avez-vous vérifié votre poubelle pour la dernière fois? Avez-vous parlé de la fiole à quelqu'un d'autre que Gérard? Puis il a soulevé l'enregistreur et l'a pesé dans sa main, de la manière dont un homme le fait quand il pense au poids que pourrait avoir un mot si vous deviez le porter. Vous comprenez, dit-il. Ceci ne devient pas une affaire parce que vous et moi avons un pressentiment. Ça devient une affaire quand ce que vous m'avez remis peut survivre au regard des autres. Je comprends, dis-je. Je veux que d'autres personnes le regardent. Il a hoché la tête. Nous enverrons le liquide au laboratoire de la police scientifique. Nous ferons une copie de votre audio. S'il y a matière, nous agirons. Sinon, nous vous dirons exactement pourquoi nous ne pouvons pas. Ça vous va? Ça me va, dis-je, et je le pensais. Je ne suis pas du genre à vouloir que le mauvais homme soit puni. Je suis du genre à vouloir que la bonne vérité soit dite. Quand je me suis levé pour partir, il a prononcé mon nom comme s'il le prenait pour voir comment il se sentait. Monsieur Dalton. Oui. Ne parlez plus à votre fils avant que je vous le dise. S'il vous contacte, notez l'heure et ce qu'il dit, et gardez vos réponses plus courtes que ses questions. J'ai hoché la tête, surpris par le sentiment que quelqu'un d'autre était enfin disposé à porter un coin du fardeau que je portais. Dehors, l'après-midi était devenu d'un gris terne et lumineux, le genre qui fait mal aux yeux plus qu'il n'éclaire votre chemin. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Sylvie était dans la même chaise, et les mêmes machines chantaient leurs douces berceuses électroniques. Robert ressemblait de plus en plus à lui-même. Sa peau avait retrouvé un peu de couleur, et sa bouche était moins tendue autour du souffle qui allait et venait. J'ai posé ma main sur la barrière et ses yeux se sont entr'ouverts. « Tu as une sale gueule, murmura-t-il. « Tu devrais te voir, dis-je. » Et il a souri, juste avec le côté gauche de sa bouche. La façon dont les hommes le font quand sourire demande trop d'efforts au reste de leur visage. « J'ai entendu dire que tu te faisais des amis à la police, dit-il. J'essaie de m'assurer qu'ils sont de notre côté quand ils se pointeront, dis-je. Il a refermé les yeux, a hoché la tête une fois, et s'est assoupi. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, écoutant la machine le garder honnête sur son rythme cardiaque. Sylvie murmurait des choses qui n'appartiennent qu'à eux. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé Gérard pour le remercier d'avoir agi plus vite que je n'avais le droit de le demander. Il m'a dit que c'était à ça que servaient les amis et de faire attention à moi. Je lui ai dit que je le ferais. À la maison a eu l'audace d'être exactement comme je l'avais laissé. Le silence était assis dans les pièces comme un invité qui refuse de rentrer chez lui. Je me suis fait une omelette que je n'ai pas finie et j'ai lavé la poêle parce qu'il y a des choses que l'on fait juste pour se prouver que l'on est toujours la même personne qui les fait. Je suis allé au placard du couloir, j'ai descendu la boîte ignifugée de l'étagère du haut, et je l'ai ouverte sur la table de la cuisine.
Elle contenait les papiers d'une vie, certificat de naissance, le titre de propriété de la maison, et l'alliance en or rose d'Hélène dont je n'étais pas prêt à me séparer. J'ai ajouté un post-it sur le couvercle intérieur, échantillon de whisky avec la police. Ne pas jeter. Je ne sais pas à qui s'adressait la note. Peut-être à moi. J'ai dormi sur le canapé avec la lumière du couloir allumée. Je n'avais pas fait ça depuis la nuit après ma crise cardiaque, et ma poitrine n'aimait pas la façon dont ces deux faits se tenaient l'un à côté de l'autre. Je me suis réveillé avant l'aube parce que le corps se souvient des vieilles alarmes. J'ai fait du café et je ne l'ai pas bu. J'ai écouté la maison respirer. Quand le soleil a finalement décidé de se montrer, j'ai appelé Sylvie et je lui ai dit que je passerais vers midi. Elle a dit que le médecin pensait que Robert serait transféré hors de l'unité de soins intensifs si ses constantes continuaient à se comporter. Se comporter est un mot pour les tout-petits et les battements de cœur. J'aime le son de ce mot. À 10 heures, le téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale parce que j'avais appris quelque chose d'important hier. On ne doit de réponse à personne avant d'être prêt à la donner. Le message est arrivé après la deuxième sonnerie. J'ai attendu, puis j'ai appuyé sur lecture. Papa, c'est moi. La voix d'Étienne, tendue comme un fil de fer. Il faut qu'on parle. Le plus tôt sera le mieux. Il a fait une pause. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai noté l'heure et les mots exacts et j'ai mis la note dans la boîte ignifugée parce que parfois, il faut fabriquer ses propres preuves. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin, qui refuse de rester vert, peu importe combien un homme l'arrose. La balançoire du porche a grincé une fois. Pas de vent que je pouvais voir. La journée était à nouveau trop silencieuse. Si vous voulez que je dise que je n'avais pas peur, je ne le dirai pas. La peur n'est plus une chose dont je me cache. Elle appartient à la vérité de la même manière que les clous appartiennent au bois. Ils la maintiennent ensemble. Je suis resté là, dans la cuisine, la main sur le dossier d'une chaise, et je savais ceci sans l'écrire. Quelle que soit la nature de cette affaire, elle avait dépassé le point où un père et un fils pouvaient la régler à une table en parlant plus lentement et plus doucement que la dernière fois. Elle avait dépassé le point où une bouteille n'était qu'un cadeau et un hôpital juste un endroit qui arrive aux autres. Ça allait empirer avant de s'améliorer. Et j'allais continuer à marcher vers ça. Une pièce, un appel téléphonique, une respiration stable à la fois. Il y a une sorte de silence qui ne reste pas en place. Il fait les 100 pas. Il tapote le bord de votre tasse de café. Il observe le téléphone sur le comptoir et compte jusqu'à 60 avec vous, puis recommence. L'inspecteur Reyes m'avait dit de ne pas parler à mon fils. Alors je n'ai pas rappelé Étienne. J'ai noté l'heure de son message vocal comme si c'était une plaque d'immatriculation dont je devais me souvenir. Le matin, j'ai fait exactement ce que l'inspecteur avait demandé, et pourtant la maison semblait surveillée. J'ai laissé le téléphone sur la table du couloir et j'ai parcouru les pièces, les mains derrière le dos, non pas parce que je m'attendais à trouver quelque chose, mais parce que les hommes comme moi ne s'assoient pas quand nous pouvons être debout. Ne se reposent pas quand il y a un travail inachevé. La lumière d'octobre entrait plus fine aujourd'hui. Un drap blanc suspendu au-dessus du soleil. J'ai vérifié la porte arrière, les loquets des fenêtres, l'entrée latérale du garage avec la serrure têtue qu'il faut soulever en tournant. Tout était en ordre, tout était normal. Normal n'est pas la même chose que sûr. J'ai fait une deuxième cafetière. Je ne l'ai pas bu et j'ai ouvert la boîte ignifugée sur la table de la cuisine. À l'intérieur, l'acte de propriété, une pile de formulaires d'assurance, l'alliance d'Hélène, la fiche où j'avais copié les mots exacts du message d'Étienne. J'ai ajouté une autre fiche, Inspecteur Reyes, 14h30, souligné 2 fois. Toute la matinée, j'avais repoussé l'appel au commissariat, non par hésitation, mais parce que je voulais arriver avec une journée de calme en moi. Avant de partir, j'ai fait un dernier tour lent de la maison. Dans le hall d'entrée, je me suis arrêté. Le pen dormant, aligné avec la gâche, était décalé d'une fraction. Une nouvelle éraflure sur le bord du métal, ronde et légère, comme celle qu'une clé pas parfaitement taillée laisse après quelques utilisations. Rien de cassé, rien de forcé, juste une marque que l'on ne remarque que si l'on connaît la porte comme les os de sa main. Une pensée s'est installée dans ma poitrine et n'a pas bougé. Quelqu'un s'était laissé entrer. Je suis allé au tiroir fourre-tout et j'ai trouvé un petit bout de fil et un morceau de ruban adhésif transparent. J'ai posé le fil au bas du cadre de la porte et je l'ai fixé avec le ruban adhésif pour qu'il reste en place. Une astuce que j'avais apprise d'un caporal qui en avait assez de trouver son casier fouillé. On ne piège pas un voleur, on raconte une histoire pour savoir s'il est passé par là. Quand je suis monté dans le pick-up, la maison avait l'air vide et inoffensive, ce qui est exactement l'apparence qu'une maison devrait avoir. J'ai reculé quand même, comme si je laissais un animal endormi derrière moi. Saint-Luc est à 3 virages et une longue ligne droite du commissariat,
alors je portais l'hôpital dans mes os en marchant dans le couloir jusqu'au bureau de l'inspecteur Reyes. Il a une de ces pièces qu'il donne aux gradés intermédiaires, petite fenêtre, grand bureau, des piles de dossiers qui semblent pousser dans l'obscurité. Il s'est levé pour me serrer la main et m'a indiqué une chaise. Il n'avait pas l'air d'un homme qui s'était couché trop tard ni d'un homme qui avait trop bien dormi. Il avait l'air d'un homme qui savait quoi faire d'un fait limpide. « Merci d'être venu, monsieur Dalton, dit-il. Et pour les échantillons d'hier. Nous les avons envoyés au laboratoire de la police scientifique. Les résultats préliminaires de votre ami Gérard correspondent à ce que nous avons vu. Nous prenons cela au sérieux. Je suppose que sérieusement à des niveaux, dis-je. Il a presque souri. C'est le cas. Pour l'instant, cela signifie que nous rassemblons des confirmations. Le panel toxicologique de l'hôpital, votre audio, la chaîne de possession de votre échantillon. Il a glissé un bloc-notes vers moi. Je veux votre chronologie, dans vos propres mots. Quand vous avez reçu le paquet, quand vous l'avez donné à monsieur Caron, quand votre fils a appelé, quand vous avez découvert que la fiole avait disparu. Je lui ai tout raconté, sans détour, en regardant son stylo bouger. Il n'a pas interrompu, sauf pour vérifier une heure ou un jour. Quand j'ai fini, il a tapoté le bloc-notes avec le côté du stylo et s'est penché en arrière. Vous avez dit que le sac poubelle avait été dérangé. Mis à l'envers. Je ne l'ai pas déplacé. Des signes d'effraction. Non. Quelqu'un d'autre avec des clés? Pas de double cachet. Personne à qui j'en ai donné une récemment. Ma défunte femme avait les siennes. Mon fils en avait une quand il était plus jeune. Quand l'avez-vous vu en sa possession pour la dernière fois? La réponse voulait être, il y a une éternité, mais la vérité est entrée, vêtue d'une blouse d'hôpital. Il y a 5 ans, après la crise cardiaque, quand Étienne était passé à la maison pour prendre quelques affaires pour moi avant ma sortie. Il avait apporté un sac avec des chaussons, un pantalon de survêtement et mon chargeur de téléphone. À l'époque, je lui avais dit, merci pour la petite pitié de te souvenir du chargeur. Je ne lui ai pas demandé mes clés. Je supposais que je les avais laissées sur le comptoir de la cuisine. Après ma crise cardiaque, dis-je lentement. Il les avait alors. Je ne me souviens pas qu'il me les ait rendues. Reyes a hoché la tête, ni surpris ni satisfait. Si quelqu'un est entré sans effraction, cela aide à expliquer la fiole manquante. Quelqu'un d'autre était au courant pour la fiole? Juste Gérard. Je lui demanderai de documenter sa conversation avec vous, juste pour montrer que nous n'inventons rien après coup. Il a refermé le bloc-notes. À monsieur Dalton, je vais le dire clairement. Ne rencontrez pas votre fils. S'il vous invite quelque part, faites-le moi savoir. S'il se présente, appelez-nous. Je ne pense pas qu'il soit intéressé par une conversation. Je pensais à la voix d'Étienne sur ma messagerie vocale, tendue comme un câble sous le capot d'une voiture qu'il ne faut pas toucher quand le moteur est chaud. Je ferai exactement ce que vous dites. Il a glissé une carte sur le bureau. À mon portable. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, appelez. Je préfère me tromper 2 fois qu'avoir raison trop tard. J'apprécie, dis-je en me levant. Il fit de même. En sortant, le bâtiment sentait le tonneur de photocopieur et la cire à parquet. J'ai descendu les escaliers de 2 étages et je me suis arrêté sur le palier pour respirer. Je n'étais pas essoufflé. Je vérifiais que le sol sous mes pieds était toujours le même que celui sur lequel j'avais marché en entrant. L'appel de Sylvie est arrivé alors que je me garais dans le parking de l'hôpital. J'ai répondu à la 2e sonnerie. François, il va mieux, dit-elle, des larmes dans ses mots. Il le transfère de l'unité de soins intensifs à une unité de soins intermédiaires. Il n'arrête pas de s'excuser à chaque fois qu'il se réveille, comme s'il pensait avoir gâché la fête de quelqu'un. Ce sera une fête quand il sera à la maison, dis-je. Je peux passer? S'il te plaît. Robert avait l'air délavé, mais solide, redressé maintenant, les yeux plus clairs. Il a attrapé mon avant-bras quand je suis entré, cette vieille poignée de main d'ouvrier où l'on s'ancre l'un à l'autre au-delà du poignet. Tu as une pire tête aujourd'hui, dit-il, ce qui fit rire Sylvie à travers le mouchoir qu'elle tenait à son menton. J'ai apporté ma pire tête pour une visite, dis-je en tirant la chaise. J'apporterai ma meilleure demain. Sylvie s'est excusée pour parler à une infirmière. Quand le rideau s'est refermé, Robert a baissé la voix. François, entre nous. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis est revenu à moi. Tu penses qu'Étienne a fait ça? Je pense que cette bouteille n'était pas un cadeau. Il a observé mon visage comme s'il apprenait une langue à partir de celui-ci. Tu vas t'en sortir avec ça. Je vais être dans la légalité, dis-je. Je vais être constant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai laissé la question en suspens assez longtemps pour lui dire que je l'avais entendu. Je vais m'en sortir avec ça. Il a serré mon avant-bras une fois,
puis a lâché. Les hommes comme nous ne s'étreignent pas, sauf si nous enterrons quelqu'un. La poignée et le laisser-passer pour ressentir sans la paperasse. Le rideau s'est ouvert et Sylvie est revenue avec une femme plus jeune à ses côtés, la trentaine, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, les yeux cernés de fatigue mais vifs. Je l'ai reconnue sur des photos sur la cheminée chez Étienne, Léa. Ma belle-fille. Nous nous étions parlé 2 fois depuis le mariage, poliment, comme des voisins qui vivent à 2 rues l'un de l'autre. François, dit-elle. Je suis contente que vous soyez là. Je me suis levé. Comment tenez-vous le coup? Elle a regardé Robert. Effrayé. En colère. Surtout effrayé. Sa voix a baissé. Il faut qu'on parle. Sylvie a caressé la main de Robert et a dit « Je vous laisse 2 minutes », et elle est sortie dans le couloir. Une femme qui comprend quand une conversation a besoin d'intimité, même si ce n'est pas elle qui l'a demandé. Léa a fait un geste vers le petit salon familial au coin du couloir. Il y avait une machine à café qui donnait à tout un goût de plastique et 2 chaises au dossier trop droit pour être confortable. Elle ne s'est pas assise. Je ne me suis pas assis non plus. Je ne sais pas ce que vous savez, dit-elle. Mais je sais qu'Étienne est différent depuis longtemps. Distant, secret. Il garde des bocaux sur une étagère dans le garage, des plantes séchées. Il dit que c'est pour un hobby. Il a rejoint des groupes en ligne sur l'extraction d'herbes. Elle déglutit. Je ne pensais pas que ça avait un rapport avec quelque chose comme ça. Eupatoire rugueuse, dis-je. Avez-vous entendu ce nom? Ses yeux ont montré une lueur de reconnaissance, ou de peur, ou les deux. Oui. Je l'ai vu dans son historique de recherche. Je pensais qu'il lisait, c'est tout. L'inspecteur Reyes voudra vous parler, si vous êtes d'accord. Elle a hoché la tête trop vite. Je l'ai déjà appelé. J'ai laissé un message. Bien, dis-je. Le soulagement et le chagrin sont cousins. J'ai senti l'un rendre visite au nom de l'autre. Léa, si vous avez quoi que ce soit, des captures d'écran, des messages, des photos de ces bocaux, gardez-les. Laissez l'inspecteur tirer le fil. Elle me regarda assez intensément pour me voir. Pourquoi vous ferait-il ça? J'aurais pu dire une 12aine de choses. L'argent que je ne voulais pas lui donner. L'amour que je ne donnais pas comme il le voulait. Des déceptions qui s'étaient munies de crochets. Au lieu de ça, j'ai dit la vérité telle que je la connaissais. Parce que s'il ne peut pas posséder l'histoire, il brûlera la page. Elle a tressailli comme si les mots étaient un courant d'air. Il m'a demandé ce matin s'il avait eu de vos nouvelles. Il a dit qu'il voulait savoir si vous aviez aimé la bouteille. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous l'aviez donnée à mon père. Nous sommes restés là quelques secondes avec cette phrase entre nous. Le genre de chose qui change de forme à mesure qu'on la regarde. Merci, dis-je, de me l'avoir dit. Je suis désolé, dit-elle. Et je savais qu'elle le pensait pour tout, pas seulement pour la partie qu'elle avait prononcée à voix haute. Nous sommes retournés dans la chambre de Robert et avons dit des choses plus douces sur le temps, le football et le genre de soupe que la cafétéria essaie d'appeler soupe de poulet aux nouilles. Je suis parti quand l'infirmière est venue vérifier ses moniteurs, promettant d'apporter des magazines et faisant semblant que cela avait de l'importance pour l'issue. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la quincaillerie. J'ai acheté 2 nouveaux pens dormants et un paquet de ces petites alarmes d'autocollantes qui hurlent si une porte s'ouvre quand elles sont activées. Le vendeur m'a encaissé et a fait une remarque sur l'hiver qui arrivait tôt. J'ai dit quelque chose sur le besoin de prendre de l'avance. Il a emballé les serrures comme si c'était des provisions et m'a souhaité une bonne journée. Nous nous disons ça les uns aux autres. Passez une bonne journée. Comme si la journée pouvait écouter. À la maison, le fil que j'avais collé au bas du cadre de la porte était exactement là où je l'avais mis. Intact. Je suis passé par-dessus et j'ai fermé la porte derrière moi avec un doux clic. J'avais pensé à appeler un serrurier, mais installer les pens dormants moi-même, c'était comme faire mon lit dans un motel étrange. Si je le fais, peut-être que je pourrais poser ma tête sans tout ce bruit. J'ai installé la première serrure sur la porte arrière, puis la seconde sur la porte d'entrée, vissant les plaques lentement et fermement, les muscles de mes avant-bras familiers avec l'angle et la poussée. Les petites alarmes se sont posées sur les cadres de porte avec un son de pansement qui se décolle. Je les ai activées et j'ai ouvert la porte pour entendre la preuve stridente qu'elles fonctionneraient. Elles ont fonctionné. Bien. Quand j'ai terminé, le soleil avait assez baissé pour dessiner de longues ombres sur le sol. J'ai réchauffé une boîte de soupe et je l'ai mangée debout, le bol dans ma main gauche et la cuillère dans ma droite. Vieilles habitudes, moins de vaisselle comme ça. Le téléphone a vibré sur la table du couloir. Je n'ai pas sursauté. J'ai marché jusqu'à lui à la vitesse d'un homme qui va répondre à sa porte. Numéro inconnu à nouveau. Je l'ai laissé vibrer. Il s'est arrêté. Quelques secondes plus tard, un SMS est apparu.
Étienne, il faut qu'on se parle en personne. Aujourd'hui. Un deuxième SMS a suivi avant que je puisse penser au premier. Étienne, ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont. J'ai posé le téléphone comme s'il pouvait me brûler. J'ai noté l'heure et les SMS exactement comme ils étaient arrivés sur une fiche et j'ai ajouté la fiche à la boîte ignifugée. Puis j'ai pris la carte de l'inspecteur Reyes de mon portefeuille et j'ai composé le numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Reyes. C'est Dalton, dis-je. Il demande à me rencontrer. Ne le faites pas, dit-il, les deux mots nets comme une barrière qui se ferme. Transférez-moi les SMS. Je les enregistrerai. S'il appelle, laissez-le sur messagerie vocale. Il en a laissé un plus tôt. Je l'ai transcrit. Bien. Continuez comme ça. J'ai hésité. Inspecteur, pourriez-vous passer jeter un œil à ma porte d'entrée? Je pense que quelqu'un a utilisé une clé qui n'était pas la mienne. Je peux envoyer un agent pour photographier et documenter. Je passerai si je suis libre dans l'heure qui vient. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec un jeune agent en uniforme nommé Dubois. Ils ont photographié la gâche, la petite éraflure où la clé avait gratté, le fil collé bas comme un fil piège. Reyes n'a pas fait la grimace. Il n'a pas l'air d'un homme qui aime avoir raison, mais il ne perd pas non plus d'énergie à prétendre être surpris quand il ne l'est pas. Avez-vous le jeu de clé d'origine? Demanda-t-il. Je suis allé au placard du couloir et j'ai descendu la petite boîte en fer où nous gardions les doubles il y a 20 ans. À l'intérieur, 2 clés en laiton marquées, avant et arrière, de l'écriture soignée de ma femme. Une clé de boîte aux lettres et une clé qui n'aurait pas dû être là. Une copie sans marque, taillée légèrement de travers, de sorte qu'elle tenait maladroitement dans la boîte. Mon estomac s'est refroidi. Celle-ci n'est pas à nous, dis-je. Nous n'avons jamais omis de les étiqueter. Nous étiquetons tout. Reyes a demandé à Dubois de la mettre sous scellé. Nous verrons si nous pouvons relever des empreintes, dit-il. Aucune promesse. Les clés ne sont pas amicales avec les empreintes digitales. Faites ce que vous pouvez, dis-je. J'aimerais que chaque petite chose dans cette histoire arrête de prétendre qu'elle n'est pas liée au reste. Quand ils sont partis, la maison semblait différente. Pas plus sûre, pas moins surveillée, juste témoin. Il y a une chose qui se passe quand le monde officiel entre dans votre monde privé. Le sol s'incline, puis se redresse sous un nouvel angle. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai tenu ma tasse de café à 2 mains, bien qu'elle soit vide. La balançoire du porche a grincé. Pas de vent que je pouvais voir. J'ai écouté des bruits de pas qui n'étaient pas là. J'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger » et je l'ai posé face contre table. Quand j'étais enfant, je pensais que l'âge adulte signifiait que personne ne pouvait me dire quoi faire. Maintenant, cela signifie que j'ai appris qui écouter. Vers 21 heures, une voiture a tourné au ralenti dehors assez longtemps pour que je me lève et que j'aille à la fenêtre. Les phares ont balayé le porche puis se sont éloignés. Je suis resté près de la fenêtre jusqu'à ce que j'entende le son s'estomper. Ce n'était peut-être rien, un adolescent perdu, un livreur vérifiant une adresse. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui voulait voir si j'allais tressaillir. Je n'ai pas dormi. Je me suis allongé sur le canapé avec la lumière du couloir allumée et mes bottes près de la porte. Je suis trop vieux pour les actes héroïques. Je ne suis pas trop vieux pour être prêt. Juste avant l'aube, le téléphone a de nouveau vibré. Messagerie vocale, pas de sonnerie. J'avais oublié le mode « ne pas déranger ». Je l'ai écouté à faible volume. « Papa, tu es en train de mettre le bazar. » La voix d'Étienne, plus basse qu'avant, comme s'il était dans un endroit où il ne voulait pas que les murs l'entendent. « Tu es allé voir les flics. Ce n'est pas malin. On aurait pu gérer ça. Tu ne réfléchis pas correctement. » Il a raccroché. Je l'ai noté. On aurait pu gérer ça. Des mots lourds de sens. Gérer quoi? À 8 heures précises. Reyes a appelé. Le labo de la police scientifique a donné des résultats préliminaires, dit-il. Confirmation indépendante de l'eupatoire rugueuse dans votre échantillon. C'est suffisant pour ouvrir formellement une enquête et demander les dossiers médicaux de l'hôpital pour Monsieur Caron. Nous avançons. J'ai expiré un souffle qui vivait en moi depuis que Gérard avait prononcé le mot « eupatoire » et qui n'avait pas prévu de sortir. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Continuez à faire ce que vous faites. Documentez. N'entrez pas en contact. Verrouillez vos portes. Je vous contacterai pour une déposition officielle enregistrée. Si votre fils vous contacte, gardez tout. S'il se présente, appelez le 17. Je suis sérieux. Je sais que vous l'êtes, dis-je. Inspecteur. Oui. Merci. Il n'a pas dit « de rien ». Il a dit « nous ferons notre travail ». Ce qui, de la part d'un homme comme lui, est la même chose. Je me suis douché, rasé et j'ai mis une chemise propre.
Il y a une façon dont un homme doit se présenter quand la journée va exiger de la constance. J'ai préparé le petit déjeuner et je l'ai mangé à table, comme si chaque bouchée pouvait être un choix que je faisais correctement. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec une pile de magazines sous le bras, chasse et pêche, système D, un magazine sur papier glacé avec des jardins qui ne pousseraient jamais dans l'argile du coin. Robert était assez réveillé pour faire semblant de s'intéresser à un article sur la sécurité des tronçonneuses. Nous savions tous les deux qu'il me faisait plaisir. La comédie était une gentillesse. Léa est entrée à mi-chemin d'un article sur l'entretien des terrasses. Elle avait son téléphone à la main et le regard d'une personne qui n'avait pas dormi dans un lit, seulement près d'un. L'inspecteur Reyes m'a appelé, dit-elle. Il veut que j'apporte le vieil ordinateur portable d'Étienne. Je l'ai encore, d'avant notre mariage. Apportez-le, dis-je. Laissez la loi porter ce qu'elle est faite pour porter. Elle a hoché la tête. François, il m'a envoyé un SMS. Elle a baissé les yeux. Il a demandé si vous jouiez au héros. Il a dit, si quelque chose arrive, ce sera de ta faute. Elle a levé les yeux. Je l'ai transféré à Reyes. Bien, dis-je. Une chaleur monta dans ma poitrine qui n'était pas l'ancienne sorte. C'était celle qui connaît la différence entre une menace et un avertissement. Vous ne répondez à rien de ce qu'il envoie. Pas un mot. Même pas pour lui dire que vous ne répondrez pas. Quand je suis parti, la lumière extérieure avait la faible honnêteté du milieu de journée. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais mettre plus de route entre moi et la prochaine chose. Le fil à la porte était toujours intact. Je suis passé par-dessus comme si c'était une ligne que je pouvais honorer et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assis avec un stylo et un bloc-notes jaune et j'ai écrit « Que veut-il » en lettres assez grandes pour traverser la page. En dessous, j'ai refait 2 colonnes. Argent. Contrôle. Sous argent, j'ai écrit « Hiver dernier. 20 000 refusés. » Sous contrôle, j'ai écrit « Placement de la bouteille. Fiole manquante. Appel. Il faut qu'on parle. » Le côté du contrôle était le plus lourd de la balance. L'argent est une raison. Le contrôle est une habitude. Les habitudes durent plus longtemps. À midi, l'alarme de la porte a émis son cri aigu. J'étais à mi-chemin de ma chaise et j'avais le téléphone à la main avant que mon cerveau puisse dire à mon corps qu'il avait surréagi. Le bip a retenti à nouveau, le petit appareil bon marché prouvant qu'il pouvait faire ce pourquoi je l'avais acheté. Je me suis déplacé sur le côté de la fenêtre, hors de vue, et j'ai tiré le rideau d'une largeur de doigt. Une camionnette de livraison. Le chauffeur avait ouvert la contre-porte pour laisser une enveloppe matelassée sur le paillasson. Il a jeté un coup d'œil à l'alarme, a haussé les épaules comme un homme qui avait rencontré 1000 bruits pires, et a reculé. La porte s'est refermée doucement. L'alarme s'est tue. J'ai laissé mon cœur revenir à sa place et j'ai attendu. Quand la camionnette s'est éloignée, j'ai ouvert la porte. L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier d'imprimante, pas de mots, juste une photo imprimée depuis un téléphone. Mon Porsche, la nuit dernière, sous un angle pris de l'autre côté de la rue. La balançoire était immobile. La lumière au-dessus de la porte brillait. Personne dans le cadre. La photo avait été prise au cours des 12 dernières heures. J'ai regardé la rue, les haies des voisins, l'endroit près du coin où une voiture pourrait s'asseoir, feux éteints, et voir ce qu'elle voulait. Puis j'ai apporté la photo à la boîte ignifugée, je l'ai ajoutée à la pile et j'ai appelé Reyes. Il a répondu à la première sonnerie. Je lui ai dit ce qui était arrivé, comment c'était arrivé, ce que ça montrait. Ne jetez pas ça, dit-il. J'envoie quelqu'un. Vous allez vous lasser d'avoir de mes nouvelles, dis-je. Je préfère ça à l'alternative, dit-il, et il a raccroché pour en faire moins une conversation qu'une tâche. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé la rue de côté, de la manière dont on observe une bête sauvage que l'on ne veut pas effrayer. La balançoire a bougé une fois. Pas de vent. Les maisons sont drôles comme ça. Ce que vous pensez immobile est toujours en train de vous dire le contraire si vous voulez le voir. En fin d'après-midi, la police avait la photo et ma déclaration sur la façon dont elle était arrivée. Ils ont pris l'enveloppe aussi. Reyes a envoyé un SMS. Nous déposons des demandes de préservation pour les images de surveillance de votre rue. Des mots pratiques, le genre qui pose des rails. Le soir est tombé comme une porte qui se ferme lentement. J'ai réchauffé la soupe de la veille et je l'ai mangée assis sur les marches arrière, l'air d'octobre pur dans mes poumons. La course est assombrie, la balançoire est restée immobile, et quelque part au loin, un chien a aboyé à quelque chose que seuls les chiens peuvent voir. Je suis rentré et j'ai allumé la lumière du couloir. Le téléphone a vibré une fois de plus. Étienne, tu penses qu'ils te protégeront de ce que tu as commencé? Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait.
Je l'ai copié mot pour mot et j'ai glissé le papier dans la boîte. La boîte s'est fermée avec le doux son final qu'elle fait toujours. Je l'ai remise sur l'étagère la plus haute, de la manière dont un homme pose un poids là où il ne peut pas trébucher dessus dans le noir. Je suis resté là et j'ai écouté la maison se parler à elle-même. Le tassement et le soupir du bois. Le léger gémissement du moteur du réfrigérateur. Le tic-tac d'une horloge qui n'a aucune idée de ce que le temps signifie. J'ai pensé à la première fois qu'Étienne a dit « Papa », d'une manière qui a donné à mon cœur l'envie de se lever et de saluer. Et la dernière fois qu'il a dit « Papa », d'une manière qui lui a donné envie de s'asseoir. Il faisait nuit noire quand je me suis finalement allongé sur le canapé. J'ai posé ma main à plat sur ma poitrine et j'ai senti mon cœur travailler, lent, régulier, professionnel. Il y a longtemps, un médecin m'a dit que je saurais si j'avais des ennuis. Ce soir-là, c'était la chose la plus honnête que je possédais. Je ne sais pas si le sommeil est venu ou si la nuit a simplement décidé d'avoir pitié. Mais quand le téléphone a sonné à 6h12 du matin, j'étais prêt. J'ai répondu à la première sonnerie. Monsieur Dalton. La voix de Reyes, sans bonjour. Le labo de la police scientifique a confirmé. Nous demandons un mandat. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la balançoire du Porsche, le fil blanc à travers le seuil. La photo de ma propre maison prise de l'autre côté de la rue. J'ai vu une bouteille captant la lumière du matin comme si c'était de la honte dans un verre. Où avez-vous besoin de moi? Ai-je demandé. Exactement là où vous êtes, dit-il. Et quoi qu'il arrive ensuite, n'ouvrez pas la porte à moins que la personne de l'autre côté puisse prouver qu'elle est là pour aider. La ligne est devenue silencieuse. La maison écoutait. Et je suis resté dans le petit pays que j'avais construit à l'intérieur de mes murs et j'ai attendu que le jour franchisse le seuil. On dit que le coup auquel on ne s'attend pas est celui dont on se souvient. Mais cette fois, je m'y attendais. Je m'y attendais depuis le moment où Reyes m'a dit que le laboratoire avait confirmé le poison. Pourtant, lorsque le coup sec et délibéré est venu, ma poitrine s'est serrée. Pas de peur, mais en sachant que la ligne que nous avions suivie dans le noir allait être peinte d'une encre officielle et vive. Ce son signifiait que le mandat avait maintenant des dents. Et la journée n'allait pas attendre que je me sente prêt. Il était un peu plus de 8h du matin. La lumière extérieure avait cet or fin qui touche à peine le sol avant de s'évanouir. J'ai ouvert la porte pour trouver Reyes debout avec 2 agents en uniforme, Dubois de la fois précédente et un autre officier que je ne connaissais pas, assez jeune pour que sa ceinture semble encore trop grande pour lui. Ils étaient habillés pour un travail qui n'allait pas rester sur le papier. « Bonjour, monsieur Dalton », dit Reyes en brandissant un document plié dans une pochette en plastique transparent. Le juge a signé à 7h43. Nous avons l'autorité de perquisitionner la résidence de votre fils et de saisir tout objet pertinent pour l'affaire. Il n'avait pas besoin de le dire. C'était l'étape où tout pouvait basculer. Avez-vous besoin de moi là-bas? Ai-je demandé. Non, dit-il. Et ce n'est pas une demande. C'est une instruction. Nous ne voulons pas que vous soyez dans son champ de vision aujourd'hui. Nous nous occuperons de la perquisition. Si nous trouvons ce que nous pensons trouver, nous procéderons en conséquence. Procéder en conséquence est le langage de la police pour dire « Votre vie pourrait ne plus être la même d'ici ce soir ». Dubois jeta un coup d'œil derrière moi vers le couloir intérieur. Des changements pendant la nuit. Le fil est toujours là. Aucune alarme déclenchée. Reyes fit un bref signe de tête. Bien. Laissez-les activer. Je ferai installer un système de caméra approprié par l'un de nos techniciens avant la fin de la semaine. Ils partirent en convoi, une berline noire, une voiture de patrouille banalisée, descendant la rue comme une ligne de ponctuation se dirigeant vers une phrase inachevée. Je suis resté sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'il tourne au coin. Puis j'ai fermé la porte et j'ai regardé le fil au bas du cadre, toujours parfaitement immobile, comme s'il défiait quelqu'un de le déranger. Les heures qui suivirent leur départ furent du genre qui s'étire. J'ai essayé de lire. Les mots restaient sur la page comme des étrangers à un arrêt de bus. J'ai fait du café. Je ne l'ai pas bu. Vers 11h, j'ai fait un tour lent en voiture vers la sortie de la ville, m'arrêtant au petit parc du souvenir, où les bancs font face à une fontaine qui n'a pas fonctionné depuis l'été dernier. Le bruit de la circulation de la rue principale était assez faible ici pour laisser l'air se calmer. J'étais venu ici une fois avec Étienne quand il avait 10 ans. Nous avions apporté du pain pour les canards. Il m'avait demandé à quoi servaient tous les noms sur les plaques. Je lui avais dit qu'ils étaient pour des hommes et des femmes qui avaient fait leur travail jusqu'au bout. Il avait demandé si cela signifiait qu'ils avaient terminé la mission. J'avais dit oui. Il ne m'avait pas demandé quelle était la mission. Parfois, je pense que c'est la partie que j'aurais dû expliquer. À 13h, j'étais de retour à la maison, assis à la table de la cuisine avec le téléphone face visible. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Étienne n'est pas du genre à appeler quand il est acculé. Il est du genre à se présenter à l'improviste,
à forcer la conversation selon ses termes. C'est ce qui inquiétait Reyes. À 13h17, le téléphone vibra. Pas un appel, un SMS de Léa. Léa, ils sont là. Je suis dans la chambre avec la porte fermée. Je les entends fouiller le garage. Moi, restez à l'intérieur. N'interférez pas. Vous êtes en sécurité avec eux. Aucune réponse ne revint. Je l'imaginais assise sur le bord du lit, les mains jointes, écoutant le bruit des bottes sur le béton et le son des boîtes en carton déplacées. Je connaissais ce son. C'est le son de quelqu'un qui cherche la vérité sans se soucier de réveiller la maison. À 14h04, Reyes appela. On l'a trouvé. J'ai laissé les mots atterrir. Trouvé quoi? 3 bocaux en verre étiquetés au ruban de masquage, ER, racines et teinture. 2 d'entre eux contiennent du matériel végétal séché compatible avec l'eupatoire rugueuse. Le 3e contient un liquide. Nous l'enverrons au laboratoire pour confirmation. Nous avons aussi trouvé des notes manuscrites sur les méthodes de préparation, les estimations de dosage, et... Il fit une pause. Et quoi? Une enveloppe adressée à vous, non scellée. À l'intérieur, une courte lettre. Votre nom en haut, les mots tu comprendras pourquoi quand ce sera fini en bas. Rien entre les deux, sauf le dessin d'un arbre avec ses racines encerclées. À la cuisine semblait plus froide. Il m'a laissé un message au cas où la bouteille fonctionnerait. C'est ce qu'il semble, dit Reyes, la voix égale. Nous allons l'enregistrer, le mettre sous scellé et tout photographier. Léa coopère pleinement. Elle a donné son consentement pour la fouille des appareils numériques partagés. L'avez-vous en garde à vue? Pas encore. Il n'était pas à la maison quand nous sommes arrivés. Nous lançons un avis de recherche. J'ai serré le téléphone plus fort. Inspecteur, s'il vient ici, appelez le 17 immédiatement. J'ai déjà signalé votre adresse pour une réponse prioritaire. N'engagez pas la conversation avec lui. La ligne resta silencieuse un instant. Puis il dit, nous passons de la suspicion à la preuve, monsieur Dalton. Ça change la donne. Je comprends. J'ai raccroché et je suis allé à la boîte ignifugée. J'ai ajouté une fiche. 14h04, Reyes a appelé. Trouvé bocaux, notes, lettres. J'ai lu les autres fiches de la pile, une par une, comme si je feuilletais le manuel d'une machine que l'on ne peut pas démonter. Chaque entrée était sa propre pièce de la preuve que le mois dernier n'avait pas été un rêve fiévreux. Vers 15h30, j'ai appelé Sylvie pour la mettre au courant. Robert dormait. Elle a écouté sans interrompre, de la même manière qu'elle l'avait fait lorsque j'avais appelé des urgences des années auparavant après ma crise cardiaque. François, dit-elle quand j'ai terminé, ça va se terminer de 2 manières. Il sera arrêté ou il s'enfuira. Il n'ira pas loin, dis-je. Non, mais assez loin pour que tu te poses des questions. À 16h12, l'alarme de la porte hurla. J'étais dans le couloir en 3 pas, téléphone à la main. La porte d'entrée était fermée, le fil à travers le cadre intact. Le son venait de l'arrière. Je me suis déplacé lentement, non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'on ne se précipite pas quand on a besoin de tout voir. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la moustiquaire se balancer 1 fois, 2 fois, puis s'immobiliser. Personne en vue. Je me suis approché et j'ai repéré une feuille de papier pliée, coincée entre la poignée et le cadre. J'ai ouvert la porte, désarmé l'alarme et j'ai retiré le papier. Une phrase écrite au marqueur noir épais. Arrête de les laisser entrer ou je le ferai. Pas de signature, pas d'enveloppe, juste ces mots. J'ai pris une photo, j'ai glissé le papier dans une pochette en plastique et j'ai appelé Reyes. Il a dit qu'un agent serait là dans les 15 minutes. Dubois est arrivé en 10, a photographié la note dans ma main, l'endroit sur la porte, les charnières et la cour au-delà. Vous avez vu quelqu'un? Aucun mouvement dans la rue, dit-il. Il aurait pu le déposer et s'enfuir. Il est parti avec la note, promettant de l'enregistrer immédiatement. Ce soir-là, je ne me suis pas embêté avec le canapé. J'ai installé une chaise dans le coin du salon où je pouvais voir à la fois la porte d'entrée et la porte arrière. La maison sentait légèrement le métal des nouvelles serrures. J'ai gardé les lumières allumées, non pas parce que je voulais voir dehors, mais parce que je voulais que quiconque à l'extérieur me voie. À 21h45, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, je l'ai écouté. Papa, c'est moi. Ils font une erreur. Ces choses qu'ils ont trouvées, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Tu me connais mieux que ça. Une pause. Appelle-moi, s'il te plaît. La voix était calme, mesurée, presque douce, le genre de ton qu'on utiliserait pour vendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas acheter. Je n'ai pas rappelé. Je l'ai noté mot pour mot. Le matin apporta un givre vif. L'herbe était blanche aux pointes et l'air avait un goût de pièce de monnaie.
Reyes envoya un SMS à 8h12. Nous l'avons arrêté sans incident. Vous tiendrez au courant. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des formes et deviennent des faits. Je suis allé au commissariat juste avant midi. La salle d'attente était petite avec 2 chaises en plastique contre un mur et un distributeur automatique qui bourdonnait dans le coin. Reyes est sorti pour me rencontrer. Il ne parle pas, dit-il. A demandé un avocat tout de suite. C'est bien. Nous avons assez pour le retenir. Léa a fourni des preuves numériques substantielles. Des emails faisant référence à la préparation de Racine et au timing parfait. Un historique de recherche sur les niveaux de toxicité chez les adultes de plus de 60 ans. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous présenterons les charges au procureur. Tentative de meurtre. Possession d'une substance toxique contrôlée. Falsification de preuves. Ça va aller vite. J'ai hoché la tête. Mes mains restaient dans mes poches pour qu'elles ne fassent rien qu'elles ne devraient pas. Reyes m'a étudié un moment. Vous tenez le coup? Je suis debout, dis-je. C'est suffisant. Quand j'ai quitté le commissariat, le ciel était devenu de cette couleur d'étain terne qui vous fait penser que la neige arrive, même si la météo jure le contraire. J'ai conduit sans destination, passant devant l'ancien moulin, la quincaillerie fermée, le restaurant qui sentait encore la friture d'il y a 20 ans. J'ai fini à l'hôpital. Robert était réveillé, regardant un jeu télévisé en sourdine. Sylvie était assise à côté de lui, tricotant quelque chose de vert. Ils l'ont tué, dis-je doucement. Robert hocha la tête une fois. Bien. Les aiguilles de Sylvie continuaient de bouger. Et maintenant? Maintenant, dis-je, nous attendons que le reste fasse son travail. Cette nuit-là, je me suis assis sur les marches arrière avec une tasse de thé, la vapeur montant dans le froid. La cour était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel d'une branche dans le vent. Quelque part dans le pâté de maison, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. J'ai pensé à la note sur la porte, aux bocaux dans le garage, à la lettre avec les racines d'arbres, et j'ai pensé aux garçons avec le pain à la fontaine du mémorial, demandant si les noms signifiaient qu'ils avaient terminé la mission. Peut-être que c'était ma mission, non pas de la terminer, mais de m'assurer qu'elle ne me termine pas. Quand je suis rentré, j'ai vérifié le fil sur la porte, toujours là, disant toujours la vérité. Le jour du procès, je ne me suis pas rasé. Non par défi, mais parce que je voulais que le jury voie la vérité sur mon visage. Chaque ligne creusée par des années de travail, de pertes, et le genre de trahison dont on ne se remet pas. Je n'étais pas là pour paraître impeccable. J'étais là pour mettre fin à quelque chose. Et si cela signifiait regarder mon fils menotter, qu'il en soit ainsi. La salle d'audience bourdonnait déjà quand je suis entré. Le procureur était assis à notre table, remuant des papiers. Reyes m'a fait un signe de tête depuis la dernière rangée, du genre qui dit « On s'en occupe, mais ça va faire mal ». Étienne a été amené, toujours dans la même tenue terne de détenu. Ses yeux ont balayé la pièce, s'arrêtant brièvement sur moi. Cette fois, il n'y avait pas de sourire en coin, juste quelque chose d'illisible, comme s'il essayait de décider si je valais même la peine d'être haï. Le juge est entré, l'huissier a appelé à l'ordre, et soudain le procès a commencé. La déclaration liminaire du procureur était nette, précise et mesurée. À mesdames et messieurs les jurés, ceci est une affaire de confiance. Une confiance donnée et une confiance trahie d'une manière que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Vous entendrez comment l'accusé, Étienne Dalton, a sciemment envoyé un cadeau contenant une toxine mortelle à son père. J'ai observé les yeux des jurés pendant que le procureur parlait. Quelques-uns se sont tournés vers Étienne. D'autres gardaient leur regard fixé sur le procureur. Personne ne semblait s'ennuyer. L'ouverture de Maître Bernard était douce comme de l'huile. Il m'a dépeint comme un homme aigri, plein de ressentiment, peu disposé à se réconcilier, et a fait allusion à des différends familiaux sur la propriété comme motif pour que j'invente toute l'affaire. J'ai gardé la mâchoire serrée, mais à l'intérieur, je sentais la vieille colère monter. Le premier témoin était Robert Caron. Il a marché lentement jusqu'à la barre, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais sa voix était ferme. Je me souviens du goût, amer, pas comme un whisky que j'avais déjà bu, a-t-il dit au jury. En moins d'une heure, je ne pouvais plus tenir debout sans aide. Je pensais que c'était mon cœur qui lâchait. Il s'est avéré que c'était l'idée de quelqu'un d'autre. Quand Maître Bernard l'a contre-interrogé, il a essayé de suggérer que Robert avait mélangé des médicaments avec de l'alcool et avait causé son état. La réponse de Robert fut calme. « Mon cher, je prends ces médicaments depuis 10 ans. Je n'ai jamais fini à l'hôpital avant cette nuit-là. » Le jury a aimé cette réponse. Je pouvais le voir. Puis Reyes a pris la barre avec les relevés téléphoniques, les SMS au téléphone prépayé, les horodatages, les instructions de dosage chimique, tout était exposé.
Maître Bernard s'est opposé à leur admissibilité, invoquant des violations de la vie privée, mais le juge l'a débouté. Lorsque le procureur a demandé à Reyes de lire un des messages à voix haute, la salle est devenue silencieuse. Assure-toi qu'ils boivent tout dans le premier verre. Il n'en faudra pas beaucoup avec son cœur. Certains jurés semblaient choqués. Une femme au premier rang a pincé les lèvres comme si elle retenait ses mots. J'ai senti mon souffle se couper. Voir les preuves en noir et blanc était une chose. Les entendre à voix haute dans cette salle d'audience stérile en était une autre. Le procureur m'a appelé ensuite. J'ai raconté l'histoire à nouveau. L'anniversaire, la bouteille, le fait de la donner à Robert, l'hôpital. J'ai essayé de ne pas m'attarder sur le personnel, mais il est difficile de parler de son fils qui essaie de vous tuer sans que les bords ne se voient. Le contre-interrogatoire de Maître Bernard a été plus dur cette fois. À Monsieur Dalton, êtes-vous conscient que mon client prétend que c'était un cadeau acheté par sa femme sans qu'il le sache? J'ai secoué la tête. Oh non. Et je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas parce que vous ne voulez pas y croire. Vous avez construit toute cette affaire sur des suppositions. Non, les jeux interrompus, sur des preuves. Le genre que votre client a laissé partout sur cette bouteille. Le juge m'a dit de ne répondre que lorsqu'on me le demandait, mais j'avais déjà vu la mâchoire de Bernard se contracter. Dans l'après-midi, les deux parties avaient terminé leur plaidoirie pour la journée. Demain seraient les réquisitoires finaux. Je suis sorti dans l'air frais, mais avant que je puisse prendre 2 respirations, j'ai entendu mon nom. Papa! Je me suis retourné. Étienne se tenait juste derrière le point de contrôle de sécurité, un adjoint à son coude. Sa voix était basse. Tu penses que ça fait de toi une sorte de héros? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ça fait de moi un homme qui est encore en vie. Sa lèvre s'est retroussée. Ce n'est pas fini. L'adjoint l'a emmené avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, Reyes a appelé. Vous devriez savoir, dit-il, Bernard a déposé une requête en annulation de procès. Il prétend que de nouvelles preuves n'ont pas été divulguées à temps. Est-ce que ça va tenir? Pas avec ce juge. Mais c'est une tactique d'intimidation. Ils essaient de vous déstabiliser avant demain. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je savais qu'ils n'essayaient pas seulement de me déstabiliser. Ils essayaient de voir si j'allais flancher. Le lendemain matin, j'ai mis la même veste que j'avais portée à l'enterrement d'Hélène. Non par sentimentalisme, mais parce qu'elle me rappelait ce que signifie une vraie perte. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience aujourd'hui, j'avais déjà survécu à pire. Lorsque le juge a appelé au réquisitoire, la voix du procureur était comme de l'acier enveloppé de velours. Vous avez entendu les témoignages. Vous avez vu les preuves. Et vous avez lu les mots que l'accusé a envoyés à son complice. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré contre son père et l'ami de son père. Nous vous demandons de rendre le seul verdict qui reflète la vérité, coupable. La plaidoirie de Bernard était plus froide, presque clinique. Il a parlé de doutes raisonnables, de querelles familiales, des dangers de supposer l'intention. Mais quand le jury est parti délibérer, j'ai vu quelque chose sur leur visage. De la fatigue peut-être, mais aussi de la certitude. L'attente a semblé plus longue que le procès lui-même. Reyes s'est assis avec moi dans le couloir, parlant peu. Robert somnolait sur une chaise, sa canne sur ses genoux. Puis l'huissier nous a rappelés. Le jury était prêt. J'ai regardé leur chef se lever. Il n'a pas regardé Étienne. Il a regardé le juge. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé. Et dans cette demi-seconde avant qu'il ne termine, j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis le jour où cette bouteille était apparue sur mon porche. Coupable. Ce seul mot a atterri comme la première goutte de pluie sur un toit après des mois de sécheresse. Il n'a pas tonné. Il n'a pas rugi. Il s'est juste infiltré, silencieux, mais indéniable. Et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pas pour Étienne. Pas pour moi. La salle d'audience n'a pas explosé en halètement comme on le voit à la télévision. Elle a juste respiré différemment, et pour la première fois en 3 ans, moi aussi. Le juge a remercié le jury, les a congédiés et a commencé à lire la sentence. 25 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 15 ans. Sa voix était stable, mesurée, mais je pouvais sentir le poids de chaque syllabe s'abattre. Étienne n'a pas bronché. Il est juste resté assis là, les mains menottées devant lui, les yeux fixés sur un point au-dessus de la tête du juge. Si je ne le connaissais pas mieux, j'aurais pensé qu'il s'ennuyait. L'huissier s'est avancé pour l'escorter, mais Étienne a tourné la tête au dernier moment. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, il n'y avait ni salle d'audience, ni jury, ni officier en uniforme, juste le garçon à qui j'avais appris à lancer une balle de baseball, regardant l'homme qu'il avait essayé de tuer. Ses lèvres ont à peine bougé. Ce n'est pas le dernier chapitre. Puis il a disparu.
Je pensais que le soulagement m'envahirait, mais ce ne fut pas le cas. Ce qui est venu à la place, c'est une douleur sourde. La justice avait été rendue sur le papier, mais rien sur le papier ne pouvait recoller les morceaux de ce qui s'était brisé entre nous. Robert Caron a posé une main sur mon épaule alors que nous sortions. « Tu as fait ce que tu devais faire, François. Ne laisse personne te dire le contraire. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu, car il y avait une partie de moi qui se demandait encore si j'avais perdu plus que je n'avais gagné. Dehors, l'air était plus vif qu'il ne l'avait été ce matin-là. Le ciel avait cette clarté de fin d'automne où le soleil semble proche, mais le vent vous transperce. La fille de Robert est arrivée dans un pick-up bleu, l'a aidé à monter sur le siège passager et m'a fait un petit signe de la main. J'ai marché les 2 rues jusqu'à mon pick-up, seul. Aucun journaliste ne m'a suivi. Ce n'était pas le genre d'affaire qui faisait les gros titres en dehors de notre département, mais dans notre petit cercle, elle résonnerait longtemps. En m'asseyant derrière le volant, j'ai aperçu quelque chose sur le siège passager, l'enveloppe que le greffier m'avait remise avant notre départ. À l'intérieur se trouvait l'inventaire des biens d'Étienne, montre, ceinture, portefeuille et une note pliée. L'écriture était la sienne. Tu as toujours dit que nous nous ressemblions plus que je ne voulais l'admettre. Peut-être que maintenant tu verras que ce n'est pas un compliment. Pas de signature, juste ça. Je ne l'ai pas froissé. Je l'ai replié, je l'ai glissé dans la boîte à gants et j'ai démarré le moteur. Les semaines qui ont suivi furent calmes d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de messages cryptiques, pas de coups inattendus à la porte. Robert s'est remis plus vite que les médecins ne l'avaient prévu, bien que son appétit pour le whisky se soit complètement évaporé. Gérard est passé un après-midi avec un sac en papier. À l'intérieur se trouvait la petite fiole de whisky qu'il avait testée pour moi. Je me suis dit que tu voudrais peut-être la garder, dit-il. Pas comme un trophée. Comme un rappel. Je l'ai mise à côté du verre que j'avais gardé, celui dans lequel Robert avait bu cette nuit-là. Ensemble, ils avaient l'air presque innocents, comme des accessoires dans une nature morte. Mais je savais la vérité. 2 mois après le verdict, l'inspecteur Reyes s'est arrêté en rentrant d'une partie de pêche. Il s'est appuyé contre la balustrade de mon Porsche, le soleil tardif se reflétant dans ses lunettes de soleil. Ils ont découvert d'où venait le poison, dit-il. Ce n'était pas l'idée d'Étienne, du moins pas à l'origine. Ma mâchoire s'est contractée. De qui? Le cousin de sa femme. Il travaille dans l'aménagement paysager. Il sait comment extraire le patois rugueuse. Il pensait rendre service à Étienne, mais c'est Étienne qui a décidé de te l'envoyer. Cela ne changeait rien au fait. Cela n'annulait rien. Mais cela confirmait ce que j'avais senti dans mes os. Étienne n'avait pas agi dans le vide. La trahison a des racines, et parfois elles sont plus profondes que le sang. Cet hiver-là, j'ai finalement réparé la balançoire du Porsche. La même balançoire sur laquelle j'étais assis le matin où le paquet est arrivé. Les chaînes ne grinçaient plus. Les planches ne s'effritaient plus. Un après-midi froid, je me suis assis là avec une tasse de café noir, regardant le soleil tomber derrière les arbres nus. Sur la petite table à côté de moi se trouvait le verre, la fiole et une seule enveloppe Kraft étiquetée, ne pas ouvrir, de ma propre écriture. À l'intérieur, il y avait tout, des photos d'Étienne enfant, les documents du tribunal et la note qu'il m'avait laissée. Un jour, peut-être, je déciderai de la garder ou de la brûler. Pour l'instant, elle restait scellée. Les gens pensent que la vengeance se termine lorsque le marteau du juge tombe, lorsque les coupables sont emmenés. Mais la vérité, c'est que la vengeance n'est que la surface. En dessous, il y a les années que vous ne pouvez pas récupérer, les conversations que vous n'aurez jamais, les dîners de famille qui resteront des chaises vides et des assiettes froides. La justice m'a apporté la sécurité. Elle ne m'a pas apporté la paix. Mais alors que le vent changeait et apportait l'odeur de la fumée de bois de quelque part sur la route, j'ai réalisé quelque chose. La paix ne se donne pas. Elle se construit. Un après-midi tranquille à la fois, une décision de ne pas regarder en arrière vers une porte verrouillée. J'ai levé ma tasse de café vers la cour vide. Au fin, dis-je à voix haute, et à tout ce qui vient après.